Si vous voulez bien regagner vos places, la séance est ouverte. L'ordre du jour rappelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Patrick Ollier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Comment le Président de la République a-t-il pu gâcher les atouts de la France pendant ces 2 années? Par ses décisions, il a dégradé le pouvoir d'achat des Français, S'il vous plaît, moins s'il vous plaît. 1,2% par un matraquage fiscal sans précédent. Il a dégradé la compétitivité des entreprises par des décisions inadaptées. Résultat, 10,3% de chômage. 2 ans de perdus par une politique dogmatique et improvisée, soutenue par votre majorité, qui continue à ignorer ces évidences. Hier, François Hollande a reconnu s'être trompé. Quel aveu terrible! Mais il s'agit du président de la République et il s'agit du quotidien des Français. Depuis votre nomination, on assiste à une avalanche de nouvelles décisions. Preuve des erreurs commises ou manœuvres de diversion. Parmi elles, votre pacte voté par une majorité fragilisée, pacte qui n'est pas à la hauteur de la situation. Vous décidez, Monsieur le Premier ministre, 50 milliards d'économies. Le compte n'y est pas. Le Haut Conseil des finances publiques, présidé par un socialiste, dit que vos prévisions sont trop optimistes. Le président de la Commission des finances de l'Assemblée dit que c'est 100 milliards d'euros qu'il faut. Vous proposez des économies, très bien, mais ce ne sont pas les bonnes. Vous recrutez 60 000 fonctionnaires dans l'éducation alors qu'il faut diminuer la dépense publique. C'est un pacte de dupes. Monsieur le Premier ministre, comment baisser les impôts en 2015 si vous ne parvenez pas à contenir les dépenses? L'OCDE confirme que la baisse du chômage n'est pas envisageable avant 2016. La Commission européenne considère que vos prévisions économiques sont très fragiles. Ce sont les institutions européennes qui jugent vos actes. Merci, Monsieur le Premier ministre, Ollier. face à un tel constat, comment... La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Que l'on écoute en silence, s'il vous plaît, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous remercie de votre question qui tente de nous entraîner dans un bilan d'un passé à 2 ans. On pourrait aller sur un bilan à 12 ans. Moi, ce qui intéresse les Français aujourd'hui, c'est effectivement quel est l'axe qui a été confirmé par le Président de la République début janvier, qui a été confirmé par le vote de l'Assemblée suite au discours du Premier ministre de politique générale et les idées fortes qu'il faut retenir dans l'ensemble des mesures qui vont être soumises d'ailleurs au Parlement dans les prochaines semaines. C'est 2 idées fortes. La première, c'est de prioriser l'action de l'État. Prioriser en faisant le choix de confirmer les priorités qui sont celles de la jeunesse, qui sont celles des investissements et de redonner de la compétitivité à l'économie. Et pour prioriser, il faut aussi moderniser l'appareil de l'État et c'est le sens des réformes qui vous sont proposées, aussi bien dans le domaine de la santé que dans le domaine des collectivités territoriales, avec une organisation d'État qui réponde au mieux aux priorités que le gouvernement souhaite confirmer. Tout ça, effectivement, conduira à des économies, mais qui ne sont pas un but en soi, qui sont de dégager des marges de manœuvre pour financer ce que chacun s'accorde à reconnaître, c'est-à-dire le manque de compétitivité de nos entreprises. Parce que le souhait des Français, c'est de redonner du pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat passera par la remise en marche d'un appareil industriel qui a été délaissé pendant trop longtemps. Alors, Monsieur Ollier, si on peut tous avoir des discussions très longues sur le passé, sur les urgences, je crois que les Français attendent que nous nous rassemblions autour de ces idées, qui sont des idées auxquelles vous pourriez vous rallier, probablement pas dans un esprit d'unité nationale auquel vous n'êtes pas prêt, mais en tout cas pour faire retrouver la confiance et la croissance. Merci, Monsieur Eckert. Mes chers collègues, il y a vraiment trop de bruit. Il y a un bruit de fond qui est très difficile à accepter pour les différents orateurs. Donc, je demande aux uns et aux autres de retrouver un niveau sonore acceptable dans l'hémicycle. La parole est à Monsieur Michel Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, le livre le plus vendu aux États-Unis en ce moment, Le Capital au XXIe siècle, est un livre écrit par un Français, l'économiste Thomas Piketty.
Il décrit les ravages causés par l'explosion des inégalités de revenus et de patrimoine pour nos nations. Cette concentration des richesses, notre majorité a décidé de la combattre car elle est injuste et inefficace. C'est la raison pour laquelle des mesures fortes ont été adoptées. Alignement de la fiscalité du capital sur celle du travail, tranche à 45% pour les revenus supérieurs à 150 000 € annuels, taxe à 75% des revenus à 1 million d'euros, instauration d'une taxe nationale sur les transactions financières en attendant des avancées européennes. Eh bien, cette dernière avancée recherchée depuis des mois va voir le jour en 2016 grâce à l'action résolue de la France. En effet, la taxe européenne sur les transactions financières, mise en œuvre dans le cadre d'une coopération renforcée, a été finalisée le mardi 6 mai. C'est une réelle avancée pour cette grande idée de taxe Tobin, levier efficace de redistribution imaginé en 1972. Pour la gauche et ses combats européens, c'est un point de départ significatif qui porte une double ambition de calendrier et de contenu. Monsieur le ministre, des précisions sur l'affectation des fonds et le principe de résidence doivent être trouvées, mais ce mouvement positif montre que le volontarisme européen du gouvernement français porte ses fruits. Pouvez-vous nous dire quels enseignements peuvent être tirés de la décision du 6 mai pour les peuples d'Europe? Merci. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Cher Monsieur Lefebvre, le premier enseignement, vous l'avez indiqué vous-même, c'est que la ténacité paye. Parce que, sur tous les bancs de cette Assemblée d'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on évoque cette taxe sur les transactions financières. Simplement, depuis le 6 mai, c'est fait. Et donc, je pense, comme vous, que c'est à porter à l'actif de ceux qui l'ont fait, en particulier la France. Alors, Monsieur Sapin, vous prie de l'excuser de ne pas pouvoir être là, mais des éléments qui m'ont été donnés. La taxe doit entrer en vigueur au début de 2016. Elle est entre 11 pays, c'est donc ce qu'on appelle une coopération renforcée, puisque d'autres pays de l'Union européenne étaient en désaccord. Elle porte à ce stade sur les actions et sur un certain nombre de produits dérivés. D'autres auraient souhaité qu'on aille plus loin en incluant d'autres produits dérivés, mais il fallait obtenir une unanimité parmi les 11. C'est ce qui a été fait et c'est donc une première étape importante qui va permettre de lutter contre la spéculation, puisque c'est son objectif, de tirer des financements d'un certain nombre de mouvements bancaires, et c'est utile, et puis d'affecter cela pour une grande part à l'investissement dans le développement. Et je pense que tous ceux qui sont attachés au développement et à la justice fiscale s'en réjouiront. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Harry Chalus. Merci, Président. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, dans mes précédentes questions écrites de 12 novembre 2013 et avril 2014, je faisais part de la grande inquiétude des étudiants, de la quasi-totalité des enseignants-chercheurs et des parents suite aux événements ayant entouré la transformation du pôle universitaire de la Guyane en université de plein exercice. Aujourd'hui, à la veille des examens devant sanctionner une scolarité gravement perturbée tout au long de l'année par les grèves et parfois le blocage des campus universitaires sur les trois pôles, les dommages collatéraux de cette décision sont encore visibles. Dans la réponse hier à la question du collègue Marie-Jeanne, Mme Fioraso indiquait que les textes en préparation sur l'avenir de l'université aux Antilles ne seront adoptés dans les prochaines semaines qu'après que les personnels et anciens CNSR aient été consultés. Cela me rassure d'autant que le 14 avril, par la voix de la présidente de l'UAG, nous apprenions avec consternation que le ministère confirmait que les délais ne seraient permettre plus d'envisager l'organisation de la consultation. Ainsi, Monsieur le ministre, je vous prie de bien vouloir m'indiquer les mesures que vous entendiez prendre pour l'organisation de cette consultation des forces vives antillaises de l'enseignement supérieur, car cette consultation permettra sans doute un retour définitif à une situation plus sereine et à un fonctionnement normal des pôles de la Guadeloupe et de la Martinique. À terme, je m'interroge aussi sur les dispositions retenues pour poser les bases d'un établissement d'enseignement supérieur de recherche en Guadeloupe et en Martinique, car ces dispositions ne sauraient être subordonnées exclusivement au calendrier de la mise en place d'une université de plein exercice en Guyane. Après la grève de l'université la semaine prochaine, ce sont les policiers qui se manifesteront à cause du départ des 75 gendarmes mis en place pour assurer la sécurité des Guadeloupéens. La Guadeloupe a voté à plus de 76% pour le président Hollande. Aujourd'hui, nous attendons des actions fortes en matière de sécurité, d'économie, de chômage et d'enseignement.
La population guadeloupéenne est inquiète et espère, car elle se sent délaissée. Merci à vous. Merci. La parole est à Madame Geneviève Fioraso, secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Harry Chalut, votre question porte sur 2 points. Le premier est relatif à la création d'une nouvelle université des Antilles et l'autre porte sur les conditions de fonctionnement actuelles du pôle universitaire et de recherche de la Guadeloupe. Sur le premier point, conformément aux engagements pris par le gouvernement, le décret créant une université de plein exercice en Guyane, à la demande des acteurs guyanais, va être soumis aux instances dont la consultation est obligatoire. Les personnels techniques comme les personnels universitaires, les étudiants et également la CNESER. Et ensuite, ce décret sera publié dans les meilleurs délais. De manière parallèle et selon effectivement le même calendrier, un décret créant une université des Antilles et rassemblant donc les pôles guadeloupéens et martiniquais, comme vous le souhaitez, dans une université unique des Antilles, sera soumis à la même consultation. Avant l'été, comme cela a été préconisé dans un rapport parlementaire qui vient d'être rendu par la sénatrice Dominique Gillot, nous aurons donc 2 universités, Université Antilles, Université Guyane, autonomes, mais qui continueront à avoir des partenariats de recherche et pourquoi pas de formation. En tout cas, les 2 universités auront bien été créées et nous n'aurons pas perdu de temps. Sur le second point, qui concerne la situation en Guadeloupe, l'annonce de la création des 2 universités et les garanties que j'ai apportées à l'ensemble des acteurs sur la constance des moyens, c'était l'une des inquiétudes qui était évoquée, a permis de ramener la situation à la normale et au calme. Toutes les conditions sont donc réunies pour que l'ensemble des acteurs, et notamment la présidente de l'université, qui doit organiser les examens de fin d'année. Donc les familles, les étudiants doivent être rassurés et vous devez y contribuer avec nous pour que chacun puisse désormais se projeter dans un avenir de coopération, dans un climat apaisé, le tout au service de la jeunesse des Antilles et de l'avenir de ce territoire. Merci Madame. La parole est à Madame Marie-Georges Buffet. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la fonction publique est un élément essentiel de l'exercice des droits et de la citoyenneté dans notre pays. Les objectifs fixés dans son statut en 1946, consolidés en 1983, sont ceux de l'article 1er de notre Déclaration des droits. Nous, êtres humains, naissons et demeurons libres et égaux en droit. Elle constitue une originalité française qui a été et reste source de progrès sociaux, mais aussi par la compétence de ses agents de développement de nos territoires et de création de richesses. La droite s'est attaquée durement à ce fleuron à coups de RGPP et de gel du point d'indice. Mais Madame la Ministre, malgré une mesure sur les plus bas salaires et une RGPP ciblée, vous ne changez pas de cap. Vous maintenez le gel du point d'indice et donc une baisse franche du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Avec 11 milliards en moins pour les collectivités, 18 milliards en moins pour le budget de l'État, ce sont l'emploi, les services de proximité comme les missions de l'État qui vont être malmenés. Enfin, la décision de regrouper les régions, de faire disparaître les départements, appelle des explications sur l'avenir des agents concernés. Le 15 mai, l'ensemble des syndicats de la fonction publique seront dans l'action pour l'augmentation des salaires, la revalorisation de leur métier pour une fonction publique efficace. Leur action est juste. Contrairement aux vieilles idées reçues qui font des fonctionnaires des privilégiés et des services publics des dépenses à réduire, répondent à leurs exigences en matière d'emploi et de pouvoir d'achat. Voilà un choix utile pour remettre la France sur les rails de la croissance. Madame la Ministre, allez-vous les entendre pour une fonction publique au service de nos concitoyens et concitoyennes? Merci Madame Buffet, joyeux anniversaire. La parole est à Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, au nom de tout le gouvernement, joyeux anniversaire Madame la Ministre. Merci de rappeler les valeurs, merci de rappeler le statut. Merci de rappeler la révision de 1983 avec Jacques Ralite, et ce qui me permet de vous dire que nous avons réussi, il y a quelques semaines, maintenant quelques mois, à remettre autour de la table toute la fonction publique, c'est le syndicat, avec les ministres en charge, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et bientôt Manuel Valls, pour redire à quel point le statut n'est pas un handicap mais une chance, et que nous avons un certain nombre effectivement de difficultés, nous le savons, et de difficultés en particulier concernant le pouvoir d'achat de nos fonctionnaires. Pour y répondre, vous l'avez rappelé,
Le choix a été fait dans une situation difficile d'augmenter les catégories C, c'est-à-dire les moins payés d'entre eux, qui souvent ont des tâches extrêmement complexes, difficiles, dures. Je pense à le travail de nuit auprès de nos personnes âgées, par exemple. Nous allons demander dans un dialogue social des gestes de solidarité à la haute fonction publique. Nous allons faire le tout dans la transparence. Il y a 7000 régimes indemnitaires. Comment refaire un vrai parcours de fonctionnaires avec des traitements, des rémunérations, un avenir mieux équilibré, sinon avec du dialogue social? Il est difficile, vous l'avez rappelé, je ne vous dirai pas le contraire. Mais je voudrais simplement terminer, Madame la Ministre, en vous disant que votre question, même si elle soulève une difficulté par rapport aux priorités, rappelle que nous étions à moins 30 000 postes par an, maintenant c'est stabilisé. Votre question rappelle un second point fort. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et les fonctionnaires sont ceux qui portent des valeurs républicaines. Donc vous me trouverez à leur côté pour engager le dialogue. Merci. La parole est à Monsieur Xavier Bertrand. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, hier, le Président de la République a parlé de la réforme territoriale. Pour mener une telle réforme, qui est absolument indispensable, il faut tout d'abord de la cohérence. Où est la cohérence de l'exécutif quand le Président de la République, hier, donne une version différente de celle que vous donniez à la tribune de l'Assemblée nationale il y a quelques semaines? Où est la cohérence quand le Président de la République disait tout le contraire lors de ses vœux à Tulle, indiquant qu'il fallait absolument maintenir le département et qui dit aujourd'hui le contraire? Où est la cohérence de votre majorité quand nous avions mis en place le conseiller territorial qui regroupait les départements et les régions que vous êtes empressés de casser dès votre arrivée? Il n'y a aucune cohérence dans votre démarche. Mais il faut aussi du courage pour une telle réforme. Et le courage, c'est notamment de faire face à la levée de boucliers des 60% des présidents de conseils généraux qui sont de gauche et qui ne veulent pas de cette réforme. Il faut aussi du courage pour aller contre la fronde des présidents de conseils régionaux de gauche qui ne veulent pas de cette réforme. Et il faut aussi de la sincérité. Si vous êtes sincère sur ce sujet, si vous voulez réellement aller vite, c'est par un référendum national que cette question doit être tranchée. Vous savez pertinemment que le conservatisme est dans vos rangs, et si vous voulez réellement que cette réforme voie le jour, il faut donner la parole au peuple français. Sur ce sujet, nous sommes prêts, en ce qui nous concerne, à nous engager, aller vers la suppression des conseils généraux, aller aussi vers la diminution du nombre de régions et la réduction du nombre d'élus départementaux et régionaux. Si vous n'allez pas au référendum, c'est que vos intentions sont ailleurs. Vous cherchez à faire diversion. Votre seul objectif, c'est de repousser les élections locales parce que vous voulez vous mettre à l'abri de la colère des Français qui s'est exprimée aux élections municipales. Si vous êtes sincère et si vous êtes courageux, vous vous attaquez à la réforme du marché du travail pour faire reculer le chômage. Si vous êtes sincère et courageux, vous allez aussi remettre en place la défiscalisation des heures supplémentaires. La parole est à Monsieur Manuel Valls, Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Xavier Bertrand, pour être forte, la France a besoin de réformes. J'ai déjà eu l'occasion de le souligner, combien je croyais, je n'avais la conviction que la politique que j'ai encore présentée il y a quelques semaines était cohérente par le soutien aux entreprises pour créer de l'emploi, par la réduction des déficits et de la dette qui entravent nos marges, par le soutien au pouvoir d'achat, notamment pour les bas salaires et à travers la baisse des prélèvements obligatoires, et puis bien sûr par les réformes qui sont indispensables dans bien des domaines. Lors de mon discours de politique générale, puis la semaine dernière encore, je vous ai dit clairement quels étaient les grands axes de la réforme territoriale. Des intercommunalités plus fortes, des régions plus grandes aux compétences renforcées, des compétences claires et lisibles pour chaque niveau de collectivité, et enfin une réflexion sur la suppression des conseils généraux. J'ai reçu un certain nombre d'associations qui représentent les élus. J'ai lu et je connais les positions, en tout cas d'un certain nombre de vos dirigeants, positions prises pour la suppression des départements de la part de Jean-François Copé. J'ai lu hier encore la demande de report des élections de la part d'un président de conseil général de votre formation, M. Éric Doligé. Donc de tout cela, j'en tire une conclusion et une conviction. Notre pays a besoin rapidement et très rapidement
d'une réforme de son organisation territoriale. Vous l'avez rappelé, le président de la République a réaffirmé ces grandes lignes, celles que je viens d'évoquer, et il a souligné, il a confirmé l'urgence de mener cette réforme dont on parle depuis des années et qui n'a jamais été mise en œuvre parce que le conseiller territorial, ça n'était pas la fin des départements, ça n'était pas la fin des conseils généraux et en tout cas, surtout, vous ne l'avez jamais présenté ici. Une telle réforme doit pouvoir se faire, vous avez raison, dans le consensus, avec la volonté d'avancer sur ce sujet-là. Pour cela, il y a besoin de dialogue et d'écoute. Et donc, c'est la proposition du chef de l'État de recevoir l'ensemble des représentants des formations politiques pour aborder dans la sincérité et avec le courage cette question. Je reprends vos mots. Il faut donc cette concertation. Et soyez certains d'une chose. D'abord, nous respectons le Parlement et nous considérons que sur cette réforme, le Sénat comme l'Assemblée nationale ont leur mot à dire, aussi bien sur les délais que sur les compétences de chaque collectivité. Mais soyez certains de quelque chose, c'est avec le courage et la sincérité, sans faux fuyant, que nous aborderons cette question, cette réforme des collectivités territoriales. Et pour cela, il faut aller vite. Pour aller vite, il faut saisir le Parlement après les consultations nécessaires. Et pour cela, nous avons besoin en même temps de temps et c'est la raison pour laquelle nous allons discuter du report des élections. Et c'est à ce moment-là, Monsieur Bertrand, c'est à ce moment-là que nous verrons qui est sincère et qui est courageux. Vous avez parlé de cette réforme, vous ne l'avez jamais fait. Nous ferons cette réforme attendue depuis des années par le pays. Merci, Monsieur le Premier ministre. Allez, s'il vous plaît, on retrouve son calme et on écoute Madame Eva Sas. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur Fasquelle. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie et concerne la taxe poids lourds. Madame la ministre, je vous le dis, ne renoncez pas. Ne renoncez pas d'abord à l'ambition environnementale de la France, car ce sont aujourd'hui nos enfants qui sont affectés par la pollution de l'air et le dérèglement climatique. Nous devons réduire le trafic poids lourd qui, vous le savez, représente près du quart des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Ne renoncez pas à l'efficacité de la taxe poids lourd, qui, partout où elle a été mise en place, a porté ses fruits. En Suisse, où elle a permis d'éviter le passage de 600 000 camions supplémentaires, ou encore en Allemagne, où elle a permis un report vers le fret ferroviaire de 6% du trafic de marchandises. Ne renoncez pas, enfin, aux milliards d'euros que pourrait rapporter cette taxe, car vous le savez, cela peut conduire qu'à deux scénarios. Soit ce seront les contribuables qui paieront, soit nous serons contraints d'abandonner des dizaines de projets de bus, de tramways, de métro qui attendent le soutien de l'État. Alors oui, nous vous soutenons quand vous souhaitez des mesures sur le trafic de transit ou les sociétés d'autoroutes. Mais vous le savez, ces solutions ne rapporteront pas 1 milliard d'euros et sont pour certaines incompatibles avec la mise en place d'une pollutaxe. Alors bien sûr, il faut assouplir, aménager le dispositif pour prendre en compte tous les acteurs. Nous pouvons exonérer les premiers kilomètres. Nous pouvons expérimenter le dispositif, par exemple en Alsace ou en PACA, là où les populations sont impatientes de voir se mettre en place la taxe, tant elles sont étouffées par le trafic poids lourd. Mais aujourd'hui, nous vous demandons de ne pas renoncer et de confirmer votre objectif de réduire le trafic routier, de confirmer que la pollutaxe est pour vous l'un des outils efficaces à mettre en place, de confirmer l'objectif de rendement d'1 milliard d'euros pour financer les projets de transport en France. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Madame la députée, de poser à nouveau cette question. J'ai été longuement auditionnée par la mission d'information de l'Assemblée que préside Jean-Paul Chanteguet. Je salue d'ailleurs le travail de cette mission d'information. Vous savez, il y a des réformes comme ça qui paraissent parfaites sur le papier et qui, une fois mises en application, révèlent à la fois les contradictions, soulèvent aussi une résistance sociale et nous devons tenir compte de tout cela. Alors, le gouvernement sera guidé par deux principes. D'abord, il faut une réforme juste, compréhensible et qui atteigne ses objectifs. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que ce que vous appelez l'écotaxe
ne verra pas le jour au sens où le gouvernement n'accepte pas que le mot écologie soit associé au mot taxe, parce qu'il considère que l'écologie est une démarche positive qui doit entraîner les agents économiques, les entreprises, les particuliers, les associations, les collectivités territoriales. Et c'est comme cela que nous réussirons notre transition écologique. Et enfin, nous devons dégager des moyens supplémentaires et faire en sorte que cette taxe, qui n'a plus rien d'ailleurs d'une taxe poids lourd, puisque vous le savez, le précédent gouvernement avait autorisé le report de cette taxe sur les chargeurs, sur les producteurs, qui seraient amenés à payer cette taxe à un moment où les conditions économiques ne le permettent pas et à un moment où la contradiction qui existe, à savoir faire payer cette taxe, y compris sur des transports transportés par le train, n'est absolument plus acceptable. J'ai donc ouvert 2 pistes. La première, c'est en effet de cibler les camions qui utilisent la France comme zone de transit, qui partent du nord au sud et qui polluent en effet les régions frontalières. À celles-ci, il faut appliquer sans doute un péage de transit. Et enfin, dégager dans les profits des autoroutes, sans augmenter le prix des autoroutes, 1 milliard sur les 2 milliards d'euros afin de le réinjecter dans les travaux publics. La parole est à Monsieur Michel Thérault. Monsieur le Premier ministre, voilà 2 longues années que, mois après mois, nous ne pouvons que constater les ravages de la politique économique et sociale conduite par votre majorité. Et on fait comment, Monsieur le Président, demandait hier, désemparé, Sophie, chef d'entreprise, étouffée par les charges, à moi, président, lors de son opération de communication. Le chômage n'a cessé de progresser pour atteindre un nouveau niveau record de 3 350 000 demandeurs d'emploi en mars. Voilà votre bilan. Le chômage des non-diplômés est en hausse de 16 points. Voilà également votre bilan. Les contrats d'apprentissage sont en baisse de 8% en 2013, du jamais vu. Voilà votre bilan. Les faits sont têtus, les chiffres sont là. Vous avez échoué à inverser la courbe du chômage car vous avez démantelé par idéologie des dispositifs performants comme l'alternance, pourtant véritable université des métiers. Les Français se sont exprimés lors des élections municipales en désavouant massivement les candidats socialistes. Monsieur le Premier ministre, assez de communication. Les Français veulent et nous voulons des réponses concrètes. Allez-vous entendre cette complainte du peuple qui n'en peut plus? Allez-vous revenir sur votre politique de destruction de l'apprentissage, filière très efficace pour insérer durablement les jeunes sur le marché de l'emploi? Allez-vous revenir sur la hausse de la TVA dans les secteurs dont les emplois ne sont pas délocalisables, comme le bâtiment notamment? Allez-vous rétablir une fiscalité anti-délocalisation pour permettre à nos entreprises de lutter à armes égales contre la concurrence internationale? Nous attendons des réponses La parole est à précises. Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le député Michel Thérault, vous avez égrené un certain nombre de chiffres concernant le chômage qui, en réalité, nous appartiennent à tous. Car, et vous le savez, Monsieur le député, la progression continue du chômage depuis l'année 2008 a quelque chose d'inéluctable contre lequel votre gouvernement de l'époque n'avait pu s'y opposer. Depuis 2 ans, des efforts ont été menés. Si vous voulez, s'il vous plaît, messieurs les députés de l'opposition, que je vous rappelle les chiffres de l'apprentissage, je pourrais le faire. Oui, je vais le faire alors. Je vais vous les donner alors. Parce que vous semblez ici trop sûr de vous quand vous parlez de ces chiffres. Vous savez très bien qu'en 2007, il y avait 400 000 jeunes en apprentissage. Et à la fin de l'année 2011, début 2012, il y avait encore 400 000 jeunes en apprentissage. Et c'est sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault que le chiffre de l'apprentissage est monté à 420 000, 430 000. Pour redescendre aujourd'hui,
effectivement au niveau de 400 000. Alors vous voyez aujourd'hui le combat pour l'emploi que nous menons avec le gouvernement, ce combat pour l'emploi des jeunes, qui rejoint également, je le pense, le souci majeur de nos concitoyens, devrait vous mobiliser, comme nous-mêmes, pour que nous soyons un peu plus modestes dans les critiques et un peu plus efficaces dans l'action. Merci. La parole est à Monsieur François Loncle. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, depuis 5 ans, la secte fondamentalisme islamiste Boko Haram ensanglante le Nigeria. Elle multiplie les enlèvements, les assassinats, les attentats meurtriers contre les marchés, les lieux de culte, les écoles. Cette année, Boko Haram a déjà tué plus de 1500 personnes. Depuis quelques mois, cette secte redouble de violence. Le 14 avril, elle opère un rapt odieux dans un lycée. Les extrémistes enlèvent 223 adolescentes de 12 à 17 ans. Leur chef, Aboubakar Shekau, a annoncé vouloir les vendre, les marier de force ou les garder comme esclaves. Boko Haram vise d'abord les femmes, les filles et précisément le système éducatif pour briser la scolarité des filles. D'ailleurs, le nom de la secte en langue assoua signifie « l'éducation occidentale est un péché ». Ce rapt abominable a suscité une très vive émotion, non seulement au Nigeria, mais dans le monde entier. Face à la recrudescence des violences terroristes, le président nigérian Goodluck Jonathan s'est résolu à faire appel à l'aide occidentale, notamment à celle des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, on ne peut plus être spectateur de cette horreur. Quel type d'aide la France et le monde peuvent apporter aux autorités et au peuple du Nigeria? Merci, Monsieur Loncle. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Mesdames et Messieurs les députés, une horreur et une ignominie. Une horreur à la mi-avril, plus de 200 petites filles, vous avez cité les âges, 12 ans, 13 ans, 14 ans, enlevées, et une ignominie lorsque le chef de ce groupement sinistre, Boko Haram, déclare ceci: « J'ai enlevé vos filles, je vais les vendre. Une fille de 12 ans, je la donnerai en mariage. Et même la fille de 9 ans, je le ferai. » Devant une telle situation, l'indignation ne suffit pas. C'est pourquoi le président de la République nous a donné instruction au ministre de la Défense et à moi-même, dès la commission de cet horrible crime, de mettre les services, comme on dit, à la disposition du Nigeria et des pays voisins. Et ce matin même, le président de la République nous a demandé de prendre contact avec le président du Nigeria pour lui dire qu'une équipe spécialisée, avec tous nos moyens de la région, était à disposition du Nigeria, concrètement, chacun comprendra ici ce que ça veut dire, pour aider à la recherche et à la récupération de ces jeunes filles. Mesdames et Messieurs les députés, devant une telle ignominie, la France, comme les autres nations démocratiques, doit réagir. Ce crime ne restera pas impuni. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Franck Régnier. Oui, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, le président de la République a annoncé hier que la réforme des rythmes scolaires ferait l'objet d'une évaluation d'ici 2 à 3 ans. Cela démontre que vous êtes bien conscient des difficultés rencontrées. Ce matin, une fois de plus, vous annoncez une nouvelle modification. Le fonds d'amorçage destiné aux communes est prolongé d'1 année. Cette méthode n'est pas la bonne. En effet, votre méthode qui consiste à avancer à marche forcée et à ajuster, à modifier et à évaluer a posteriori n'est pas acceptable.
Le président de la République nous parle aujourd'hui d'évaluation, mais il aurait fallu commencer par écouter celles et ceux qui sont en première ligne. Les parents d'élèves qui sont inquiets pour leurs enfants, le corps enseignant qui doute de l'intérêt pédagogique de votre réforme et les élus locaux qui demandent du temps et de vrais moyens financiers. Monsieur le ministre, comprenez nos élus locaux. Un retour à 4 jours et demi de classe, comme cela se faisait il y a quelques années, mais à cette époque, ce temps était pris en charge par l'État, organisé par les enseignants, et vous voulez imposer ce transfert sans l'accompagner, sans le compenser financièrement au moment où vous réduisez les dotations aux communes. Alors, puisque vous voulez expérimenter, Monsieur le ministre, faites-le avec les 17% des communes qui ont mis en œuvre la réforme en 2013 et lancez une grande consultation avec l'ensemble des acteurs, les enseignants, les parents d'élèves et les élus locaux. Monsieur le ministre, nous nous situons dans une opposition constructive. Seul compte pour nous l'intérêt de nos enfants. Et pour cela, il faut que vous sortiez de cette impasse. Suspendez la mise en œuvre de cette réforme des rythmes scolaires et ouvrez rapidement un vrai dialogue avec les enseignants, avec les agents territoriaux, avec les parents d'élèves et avec les élus locaux. Sortez de ce blocage dans l'intérêt de nos enfants. Merci. La parole est à Monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, monsieur le président, quelques réactions à votre question. D'abord pour dire que nous avons une évaluation s'il vous plaît, d'ores et déjà des conséquences de la semaine de 4 jours dans votre commune, comme dans toutes les communes françaises. Nous avons une chute incontestable en fin de CM2 de maîtrise des apprentissages fondamentaux chez vous, comme partout en France, en calcul, à l'écrit, à l'oral et au parler. Cette évaluation, elle est concrète. C'est sur la base de cela, d'ailleurs, que s'est construit un diagnostic partagé sur tous les bancs, sur la nécessité aujourd'hui d'adapter les rythmes d'apprentissage au rythme biologique. Il y a consensus sur le fait que 5 matinées, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que les enfants ont des pics de vigilance le matin entre 9h et 11h. Et en travaillant un matin de plus, ils apprendront mieux. Et en apprenant mieux, ils auront le goût d'apprendre. Et ils auront donc le goût du travail. Ce goût du travail qui est indispensable pour pouvoir maîtriser ces apprentissages fondamentaux. C'est ce que nous voulons. Nous avons voulu nous adapter aux réalités qui sont celles de la mise en œuvre de cette réforme, comme vous l'avez demandé, de manière constructive, sur les maternelles, sur les communes de montagne, sur la possibilité de concentrer le temps périscolaire sur une après-midi, sur la possibilité de grignoter sur le temps de vacances d'été. Cela a été fait. Vous nous avez demandé des moyens supplémentaires, à gauche comme à droite, pour faciliter la mise en œuvre du temps périscolaire à côté de cette réorganisation du temps scolaire. Le Premier ministre a pris l'engagement de prolonger d'1 année supplémentaire le fonds d'amorçage. L'engagement est pris d'accompagner. J'observe que Berrios, si vous ne décidez pas de vous engager dans cette réforme dans l'intérêt de l'enfant, il va falloir que vous l'assumiez pour cette raison et pas pour de mauvais prétextes. Merci. La parole est à Madame Valérie Boyer. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, je suis venue vous parler de la santé des femmes et des enfants et de l'avenir des sages-femmes. J'associe à mon propos l'ensemble de mes collègues UMP et en particulier Bérangère Poletti. Les revendications des sages-femmes ont été trop souvent caricaturées, et en premier lieu par vous, Madame la ministre, quand vous faites sciemment de la désinformation à leur égard. À l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme, le collectif des sages-femmes a rappelé que la quasi-totalité des demandes formulées n'a pas été entendue. Pire encore, les négociations ont été interrompues alors que la majorité des maternités françaises continuent le mouvement de grève initié depuis plus de 7 mois. Les arguments que vous leur opposez n'ont jamais été recevables et ne doivent plus duper personne. Les sages-femmes ne demandent en aucun cas le statut de médecin, mais bien celui très différent de praticien hospitalier. D'autres professions de santé, comme les chirurgiens dentistes et les pharmaciens, en bénéficient, avec un volume horaire global d'études identique. Elles demandent donc simplement que soit reconnu leur statut de profession médicale, déjà consacré, déjà inscrit dans le Code de la santé publique. Ceci est justifié au point de vue de l'autonomie et de la responsabilité médico-légale du parcours universitaire. Et beaucoup a été fait sur les compétences entre 2007 et 2012. Prenez exemple sur l'école de maïeutique de Marseille. Seuls
école universitaire de sages-femmes de France créée par l'éminent Yvon Berland il y a 4 ans et qui considère les sages-femmes sur le plan universitaire comme les dentistes ou les pharmaciens. Ça marche très bien. Et si ça marche sur le plan universitaire, pourquoi sur le plan hospitalier n'y aurait-il pas alors un traitement identique? C'est au ministère de la Santé de régler le problème du statut de praticien hospitalier. En effet, la profession est aujourd'hui unie et organisée. Il vous faut enfin l'écouter, Madame la Ministre, au lieu de chercher sans cesse à la discréditer. Cessez de faire payer aux sages-femmes le fait d'être majoritairement des femmes. Madame la Ministre, nous vous demandons une nouvelle fois, quand allez-vous entendre les sages-femmes? La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Boyer, franchement, un peu de sens des responsabilités et un peu de maîtrise de la parole. Car qui a défendu la santé des femmes si ce n'est cette majorité en permettant une meilleure prise en compte de la contraception et de l'avortement alors que c'était contesté sur vos bancs? Qui a permis une meilleure prise en compte de la santé des femmes en faisant des propositions concrètes qui aujourd'hui sont en discussion sur l'évolution du statut des sages-femmes, alors que pendant 10 ans, alors que les revendications des sages-femmes étaient exactement les mêmes à l'égard de votre majorité, vous n'avez jamais pris aucune décision ni fait aucune avancée. Avec le gouvernement, j'ai annoncé que le statut des sages-femmes allait être reconnu comme statut médical des sages-femmes des hôpitaux. La décision a été prise au terme d'une longue concertation et cette concertation aujourd'hui se poursuit sur la manière de mettre en œuvre ce statut et de répondre aux autres préoccupations des sages-femmes. En particulier, une négociation intervient en ce moment même, enfin ces jours-ci, sur la question de la revalorisation salariale des sages-femmes. Au-delà de l'enjeu de la place des sages-femmes à l'hôpital public, se pose celle d'une meilleure reconnaissance de leur statut et de leur rôle dans les soins de premier recours, aux côtés des professionnels de santé, et cela sera inscrit dans la loi de santé. Le temps, Madame la députée, est venu à la mise en œuvre rassemblés ensemble pour faire en sorte que les sages-femmes soient mieux reconnues. Le statut qui a été décidé sera mis en œuvre et permettra aux sages-femmes de voir leurs compétences médicales pleinement identifiées et pleinement reconnues. Je souhaite que vous n'attisiez pas les dissensions, mais que vous contribuiez au consensus et au rassemblement pour l'intérêt. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre Arnaud Montebourg, vous avez fait du produire en France une priorité de votre action en tant que ministre de l'économie et du redressement productif. Ce combat est partagé par l'ensemble des élus et plus particulièrement par notre groupe ici à l'UDI. Nous sommes plusieurs députés à avoir interpellé le gouvernement, et je pense à ma collègue du Jura, Marie-Christine Dallo, concernant l'industrie de l'optique. Cette industrie, aujourd'hui, est en danger. Elle emploie 10 000 salariés directs. Elle concerne aussi 40 000 emplois sous-traitants et prestataires. Le risque de délocalisation est réel si des mesures ne sont pas prises et si nous ne sommes pas en vigilance. La Chine, la Corée ou la Thaïlande sont de réels concurrents. Près de 80 bassins industriels sont concernés en France. Je pense particulièrement à Fougères dans ma circonscription, mais aussi avec l'entreprise Carl Zeiss à Fougères, mais aussi à Morée, Dijon, Provins ou encore ici les Moulineaux. Monsieur le ministre, vous avez présenté 34 plans de reconquête industrielle. La filière française de l'optique est une filière d'excellence à la pointe de la recherche, de l'innovation qui s'appuie sur un savoir-faire reconnu dans le monde entier. Les entreprises d'optique ont des propositions à faire au gouvernement pour jouer un rôle majeur dans la reconquête industrielle. Enfin, le gouvernement s'apprête à publier un décret sur l'encadrement des remboursements des équipements d'optique. Vous le savez, monsieur le ministre, cette mesure porterait le coup fatal à cette filière industrielle. Il est indispensable que le gouvernement le réoriente. Je souhaite donc, monsieur le ministre, savoir quelle est votre stratégie, votre vision, votre ambition pour la filière optique en France. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer les mesures que vous entendez mettre en œuvre pour relancer, fortifier et développer la filière de la production de verre ophtalmique en France? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés,
Monsieur le député Thierry Benoît, je vous remercie d'attirer l'attention et de rappeler l'engagement qui est le vôtre, comme beaucoup de nos concitoyens, de vos collègues ici, sur la défense du Made in France. C'est en effet un combat qui concerne tous les Français, de se rassembler autour des producteurs et de les aider à disposer des moyens de l'expansion et de la croissance. S'agissant de la filière optique, je crois que le gouvernement est particulièrement attentif à ce secteur. C'est un secteur d'ailleurs qui concerne, s'agissant par exemple du leader mondial dont nous disposons, Essilor dispose de 11 usines en France et représentant 40% du marché mondial. Donc il est évident que nous avons soin de faire en sorte que chacun puisse retrouver ses intérêts, y compris dans les réformes que nous faisons. Je voudrais vous dire aussi que les considérations industrielles ne s'opposent pas à l'exigence d'accès aux soins pour tous. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que Madame la ministre de la Santé, Madame Touraine, travaille à la définition de ces fameux contrats responsables et solidaires, dont le principe a été voté dans le projet de loi de sécurité sociale, visant à limiter la dérive des prix. Et à cet égard, j'ai rencontré les représentants d'un certain nombre d'entreprises, nous allons continuer à le faire. Madame la ministre de la Santé en fait de même, car nous cherchons les points d'équilibre. Il est normal de préserver la lutte contre l'augmentation des prix et il est normal aussi de répartir l'effort justement. La question des distributeurs, des opticiens n'est pas étrangère à la question que vous posez. Et comme en toute matière, la répartition des profits et des avantages entre le producteur et le distributeur se posera dans ce domaine. Donc nous poserons aussi ces questions aux opticiens qui veulent conserver leur marge. Il est normal que nous posions ces questions devant l'ensemble de la communauté de la représentation nationale. La parole est à monsieur Alamarque. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les Français jugent une politique à l'aune de sa cohérence. Le Président de la République a dit qu'il reportait les élections régionales et départementales de 2015 à 2016. Ce serait, dit-on, pour redéfinir les contours géographiques des régions et en diminuer le nombre. Le Président de la République a dit en janvier son attachement au département et vous en proposez la suppression 5 mois plus tard. Certains cercles proches de votre majorité évoquent même cette suppression pour le 1er janvier 2017. Franchement, qui gouverne la France aujourd'hui et en quelles paroles les Français peuvent-ils croire, surtout après vos propos, Monsieur le Premier ministre, de tout à l'heure? Tout cela n'est que diversion. Votre bilan sur la sécurité n'est pas bon, votre bilan économique est mauvais avec une croissance du chômage en constante progression et les impôts n'ont jamais été aussi élevés et assomment les classes moyennes. Le pays gronde et vous proposez de modifier l'architecture territoriale de la France qui en a sans doute besoin. Je ne sais pas si vous aurez le temps de modifier celle-ci, de clarifier les compétences de chacune d'entre elles en si peu de temps. J'aurai donc 3 questions. Pensez-vous que les élections régionales auront bien lieu en 2016 ? Comptez-vous supprimer les départements au 1er janvier 2017 ? Puisque vous invoquez souvent le peuple et que vous n'êtes pas avare de citations historiques, puisque ce bouleversement intéresse chaque Français et chaque Française, comptez-vous soumettre au peuple français par voie référendaire ce projet ? La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Marc, je vous réponds par respect par ailleurs, parce que vous posez des questions précises après avoir répondu à Monsieur Xavier Bertrand il y a un instant. Le Président de la République va recevoir les responsables des formations politiques pour parler de la réforme territoriale et de la mise en œuvre de son agenda. Moi, je ne veux pas perdre un seul instant, je ne veux pas perdre un seul jour. Je considère que notre pays a perdu du temps pour ce qui concerne la réforme territoriale depuis des années. Vous voulez une réforme territoriale, nous voulons une réforme territoriale. Nous voulons, comme l'a proposé l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, la division par 2 des régions. Nous voulons, et certains d'entre vous le réclament aussi, la suppression des conseils départementaux. Ça n'est pas possible en quelques mois avec l'échéance électorale de mars prochain. Les Français la souhaitent. Nous voulons aller vite. Rejoignez-nous dans cette volonté de réforme sans arrière-pensée,
sans trouver je ne sais quelle idée de référendum. Cette réforme est nécessaire pour le pays, elle est attendue par les Français, elle se fera. C'est l'engagement que j'ai pris devant l'Assemblée nationale. Le président de la République veut accélérer le rythme, alors soyez au rendez-vous, soyez sincères, soyez courageux et réformons ensemble le pays. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Marie-Françoise Bechtel. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Monsieur le ministre, dans sa déclaration de politique générale du 8 avril, le Premier ministre a affirmé que les efforts que nous faisons au plan économique ne doivent pas être balayés, je le cite, par un niveau trop élevé de l'euro. Il l'a rappelé devant notre Assemblée dans sa déclaration sur le programme de stabilité budgétaire, ajoutant qu'une politique monétaire plus adaptée était nécessaire. Monsieur le ministre, vous avez vous-même à plusieurs reprises insisté sur le niveau trop élevé de l'euro et vous en avez souligné les conséquences désastreuses pour nos exportations, comme le font de leur côté de plus en plus nombreux les économistes et les chefs d'entreprise. Or, tout le monde le reconnaît, nous sommes aujourd'hui devant un problème majeur, celui de la compétitivité des entreprises françaises. Mais ni le pacte de compétitivité, ni le pacte de responsabilité ne pourront produire un effet suffisant avec une monnaie surévaluée. Comme le dit entre autres le président des industries aéronautiques et spatiales, je le cite, « Dès que le dollar baisse d'1 centime, l'avantage du CICE pour l'entreprise est gommé. » Or, l'euro ne cesse depuis 10 ans de s'apprécier par rapport au dollar. Sans baisse de l'euro, la baisse des charges prévue par le plan gouvernemental, pas plus que le CICE, ne permettra donc un redressement suffisant de la compétitivité française. Les économistes estiment, comme le rappelait d'ailleurs déjà le rapport gallois, que l'euro aurait un niveau acceptable entre 1,15 et 1,20 $ pour 1 euro. Nous sommes aujourd'hui à presque 1,40 $ pour 1 euro. Monsieur le ministre, le mouvement républicain et citoyen salue avec beaucoup d'espoir les intentions désormais affichées par le gouvernement sur le niveau de l'euro. Pouvez-vous nous confirmer qu'il entend s'engager dans une démarche active auprès de ses partenaires européens, lesquels souffrent aussi pour beaucoup d'entre eux de la cherté d'une monnaie qui est la seule au monde à se priver de la souplesse requise par les échanges internationaux? Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'économie. Madame la députée Marie-Françoise Bechtel, vous avez raison d'évoquer l'euro trop cher. C'est une question d'ailleurs qui est soulevée par de nombreux industriels européens, de nombreux gouvernements européens qui se sont emparés de cette question, qui est une inquiétude d'ailleurs qui traverse, j'allais dire, les clivages. Je peux citer par exemple le patron d'Airbus, de Schneider, de Lafarge, dernièrement de Siemens allemand, qui se sont plaints des conditions dans lesquelles la parité euro-dollar est trop élevée. Je veux noter aussi que Louis Gallois, dans son rapport d'il y a maintenant 1 an et demi, avait noté que la question de l'euro trop cher pénalisait nos politiques de compétitivité. Vous avez raison de signaler que nous pouvons faire tous les efforts sur nos coûts de production si 55% de nos exportations hors la zone euro passent par un euro trop cher, nos efforts seront grandement affaiblis. La direction du Trésor, dernièrement, à l'occasion de la dernière loi de finances, a rappelé qu'une baisse de 10% de l'euro, ce qui serait un retour à une sorte de rééquilibrage et non pas une dévaluation, le mot serait excessif, permettrait d'accroître le PIB de la France de 0,6 points la première année, 1,2 points à l'horizon de 3 ans, c'est 150 000 emplois à la clé au bout de 3 ans et beaucoup de succès sur la croissance, les déficits et le problème du rétablissement des comptes publics. La question de la politique de change relève d'instances politiques conformément aux traités européens et notamment de l'Eurogroupe. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Premier ministre, dans son discours de politique générale, s'en est emparé. Et c'est la raison pour laquelle, avec nos amis partenaires de l'Union européenne, nous nous en entretenons. Et j'ai cru comprendre que la Banque centrale européenne avait fait sienne un certain nombre des préoccupations que nous avons exprimées ici et ailleurs. Merci. La parole est à Monsieur Camille de Rocca-Serra. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État chargé des Transports et porte sur l'avenir de la SNCM, et j'y associe mes collègues Sauveur Gandolf-Fichette et Laurent Marcangeli. En janvier dernier, le gouvernement a préféré changer le pansement plutôt que de penser le changement. Les élections municipales à l'horizon
Vous avez préféré mettre le dossier à la cape. Et hier encore, vous n'avez pas répondu en tentant de vous écharger sur le passé et en vous abritant derrière la privatisation. Dès lors, pourquoi n'avez-vous pas renationalisé? Si nous sommes collectivement comptables du passé, vous êtes responsables du présent et de l'avenir. L'heure n'est plus au calcul, trop souvent stérile, mais au choix. La commission d'enquête l'a démontré, les coûts d'exploitation sont faramineux. Il nous faut savoir quelles sont les intentions de l'État actionnaire à 25%, dont la position seule peut débloquer la situation. Nous déplorons aussi un risque de contamination sur la société méridionale. L'acquisition de nouveaux navires dont nous ne connaissons pas le financement ne règle pas le problème. Ils sont juste une garantie pour l'exécution de la DSP sur 10 ans. Se pose également la question du renouvellement du directoire avant le 31 mai. L'arrêté des comptes est un autre point d'achoppement entre la direction et Transdev. Cet actionnaire revendeur de 66% des parts, dont nous savons qu'il ne retrouvera pas de repreneur dans une telle situation financière. Vous avez parlé hier à ce sujet d'une épée Damoclès. Elle pèse non seulement sur la compagnie et ses salariés, mais surtout sur l'économie insulaire. Monsieur le ministre, allez-vous enfin prendre vos responsabilités sur ce dossier? Quel sera le futur actionnariat de l'État? Qu'en est-il de la SEM et du renouvellement de la flotte? Qu'en est-il de la participation de la Caisse des dépôts? Qu'en est-il des 440 millions d'aides publiques jugées illégales par les autorités européennes et qui vont devoir être remboursées et par qui? Il vous reste 5 jours, monsieur le ministre, avant le prochain conseil de surveillance du 12 mai. La parole est à Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci, monsieur le député, de vos préoccupations qui est partagée, je le pense, par tous les élus de toutes les sensibilités politiques relatifs à la Corse. Frédéric Cuvillier étant retenu par une réunion internationale, je vais vous donner les éléments très importants que le gouvernement a mis en place pour répondre à la préoccupation de cette entreprise. D'abord, vous le savez, l'entreprise a été lourdement fragilisée par 2 contentieux très lourds, l'un sur la privatisation et l'autre sur les services complémentaires. Et l'État a fait tout ce qu'il devait faire pour faire les recours afin de défendre l'entreprise. Pour l'avenir, vous l'avez dit à l'instant, le 12 mai, il y aura le conseil de surveillance. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'au cours de ce conseil de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque publique d'investissement proposeront des solutions, en particulier pour le rachat de la flotte. Il y a 7 schémas possibles qui seront présentés au conseil de surveillance. Ils ont déjà été présentés aux actionnaires, aux salariés, au directoire la semaine dernière. Et encore ce matin, une réunion s'est tenue pour affiner les propositions qui seront donc, je le répète, présentées lundi au conseil de surveillance. Je souhaite ainsi que la SNCM, au-delà des polémiques qui n'ont pas leur place dans ce domaine, puisse voir son avenir sous un meilleur jour. Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Monsieur le ministre, c'est désormais devenu une habitude, une saine habitude. Le dialogue social sera prochainement mis à l'honneur dans notre pays. Je veux bien sûr parler de la 3e grande conférence sociale du quinquennat que vous avez annoncée pour le début de cet été. Rappelons-le, depuis le mois de juillet 2012, chaque année, sont réunis autour de la table partenaires sociaux et acteurs de nos territoires afin d'aborder ensemble, thème par thème, les grands enjeux relatifs à la préservation, au renforcement et à la modernisation de notre modèle social. Cette année encore, la conférence sera l'occasion de dresser, dans la concertation, la feuille de route sociale pour l'année à venir. Et l'enjeu est de taille. La bataille pour l'emploi est le cœur de notre action. C'est le moteur de notre engagement au service de l'intérêt général, car le chômage est la pire des inégalités, car le chômage crée de la pauvreté, car le chômage alimente le désespoir. Monsieur le ministre, vous avez organisé lundi 5 mai une réunion de mobilisation pour l'emploi. Vous y avez notamment abordé les projets du gouvernement pour l'alternance, pour l'emploi des seniors et les formations prioritaires pour l'emploi. Nul doute que les partenaires sociaux se saisiront de la question fondamentale des contreparties qui seront appliquées en regard des exonérations accordées par le pacte de responsabilité et de solidarité. Il sera aussi question des contrats de génération, du compte personnel de formation, du travail en temps partiel ou des complémentaires santé. Alors que la majorité met en œuvre une nouvelle étape qui va nous permettre collectivement d'aller plus loin, nous savons plus que jamais que le progrès social est indissociable de l'idée de redressement.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs du gouvernement alors que se construit le programme de la 3e conférence sociale du quinquennat? Merci. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Véran. Vous avez raison, cette année encore, nous avons choisi de tenir une grande conférence sociale qui est un moment fondateur pour une année de transformation économique et sociale. Et je peux vous l'annoncer aujourd'hui, à cet instant, cette conférence aura lieu les 7 et 8 juillet prochains. Elle permettra de dresser le bilan des réalisations, de définir une feuille de route et un calendrier pour l'année, un calendrier qui soit partagé par tous les acteurs. Elle permettra aussi de faire un premier point sur le pacte de responsabilité et de solidarité. Elle incarnera également, vous l'avez souligné, la mobilisation du gouvernement pour l'emploi et sa déclinaison dans les branches. À cet égard, Monsieur le député, j'annoncerai courant juin un plan d'action pour l'emploi des seniors. Les problématiques qui sont liées à la protection sociale, aux services publics ou à notre appareil productif seront au centre de nos échanges, ainsi que la jeunesse, cela a été voulu, qui reste au cœur de notre action. La grande conférence sociale de juillet, Monsieur le député, sera, j'en suis certain, une nouvelle occasion de démontrer que le dialogue social qui associe tous les acteurs de la bataille pour l'emploi est la seule méthode efficace et pérenne pour conduire dans ce pays les réformes. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Véran, je peux vous l'assurer, je veillerai personnellement à ce que la représentation nationale soit étroitement associée au processus de ce dialogue afin qu'elle prenne toute sa part dans ce rendez-vous essentiel pour notre pays. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.